Bienvenue dans le module 2 et cette fois-ci, nous allons, après avoir parlé des hypertrophies auriculaires, nous allons voir donc les hypertrophies ventriculaires. Donc, selon le plan qui est sous vos yeux, quelques rappels très brefs pour maintenant évaluer, apprendre à reconnaître les critères électriques des hypertrophies ventriculaires gauche puis droite, hypertrophie biventriculaire, voir les causes et bien sûr quelques cas pratiques. Le seul livre existant qui vous parle de la prise en charge de l'hypertension artérielle sur le sujet noir africain, selon les recommandations africaines et internationales. Des notions fondamentales aux avancées les plus récentes. 15 000 francs CFA en Afrique de l'Ouest et centrale, 30 € en Occident. Livraison rapide, disponible partout dans le monde en français et anglais. Indispensable pour les étudiants en médecine de la première à l'année de thèse. Médecin généraliste, résident en cardiologie, médecin du travail, infirmier. 7 bonus inédits. ECG, MAPA, nutrition africaine anti-HTA et autres surprises. Plus de 120 références bibliographiques. Faites la différence dans la vie de vos patients en leur proposant une prise en charge contextualisée à l'environnement africain. Commandez maintenant, soit en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo ou en contactant directement sur WhatsApp le plus 237 695 91 45 11. Alors pour rappel, la dépolarisation ventriculaire dont a lieu après la dépolarisation des oreillettes est matérialisée par le complexe QRS. Donc, en effet, l'onde de dépolarisation évolue de l'endocardite vers l'épicarde. Ce que vous devez comprendre de cette diapositive, c'est vous rappeler que l'axe du cœur est situé donc en bas vers la gauche, dans le sens de V5, V6 ou encore de D2. Et cet axe du cœur-là, donc si jamais les vecteurs s'éloignent, tous les électrodes qui s'éloignent de ce vecteur vont enregistrer des dépolarisations négatives. C'est le cas des précordiales droites, par exemple. Et toutes les dépolarisations qui se rapprochent de cet axe vont enregistrer donc des déflexions positives. C'est le cas de V5, V6. Le complexe QRS, donc, comme nous l'avons vu, selon la méthodologie ADAM, amplitude, durée, axe, morphologie, a une amplitude donc variable en fonction des dépolarisations, durée brève, moins de 10 centièmes de seconde, axe est défini par l'axe du cœur. Nous avons défini deux méthodes. La méthode dite clinique, n'est-ce pas? L'axe du cœur est perpendiculaire à la dérivation la plus isodiphasique et la méthode du limit triaxe de Bailey, où nous avons donc les différents cadrans qui nous permettent de dire en fonction de DA et AVF dans quel cadran se situe l'axe du cœur. La morphologie, le plus souvent, idéalement, normalement, le QRS est plutôt fin, triangulaire à sommet supérieur, avec un aspect petit s, petit r, grand S en V1 et grand R, petit s en V6. Donc, il faut bien retenir ce que je viens de dire. Le complexe transitionnel, normalement, est entre V3 et V4. Et s'il est ainsi normalement disposé, nous pouvons donc calculer les indices de surcharge tels que vous les avez devant les yeux, notamment le Sokolov-Lyon, le Lewis, qui vont nous intéresser, ainsi que le Cornell. Le Heller-Blondeau, le nègre, c'est surtout chez les sujets jeunes. Et tout cela nous permettra de définir est-ce qu'il y a, oui ou non, une hypertrophie ventriculaire droite ou gauche, ou pourquoi pas biventriculaire. Alors, pour rappel, l'hypertrophie ventriculaire gauche correspond à une augmentation de la taille des cellules myocardiques. Donc, en fait, soit il s'agit, comme on l'a vu tantôt, d'une surcharge systolique, donc il y a une hypertrophie plutôt de la paroi du ventricule gauche. On parle d'HVG concentrique, donc HVG pour hypertrophie ventriculaire gauche. Soit on a une dilatation de la cavité, donc on parle d'HVG excentrique, donc cela correspond à une surcharge diastolique, soit le mécanisme est mixte. Alors, comment reconnaître une hypertrophie ventriculaire gauche à l'électrocardiogramme? Premièrement, l'axe du cœur doit être dévié à gauche. Donc, soit vous avez un axe normal,
d'accord? Soit vous avez un axe gauche, OK, confère les matriax de Bailey dans le module 1. L'onde R en V5, V6 est très ample, comme vous pouvez le voir ici, OK, d'accord? Et l'onde S est plutôt profonde en V1, V2. Donc V5, V6 qui sont les précordiales gauches, donc l'onde R est particulièrement ample, d'accord? Le complexe QRS, bon là, et surtout on va s'intéresser surtout à cette partie, les indices de surcharge. Dans le Sokolov, lui, on doit être supérieur, strictement supérieur, supérieur ou égal plutôt à 35 millimètres, et l'indice de Lewis supérieur ou égal à 17 millimètres. Alors, on va passer maintenant. À quel moment nous avons vu sur cette diapositive qu'on parlait d'hypertension ventriculaire concentrique ou systolique, hypertension ventriculaire gauche excentrique ou diastolique. Donc, comment savoir que l'on a affaire à une hypertrophie ventriculaire gauche systolique ou bien une hypertrophie ventriculaire gauche diastolique? En fait, il suffit de regarder les dérivations V5 et V6. Quand vous avez les modifications de l'onde de T, notamment une onde de T négative en V5, V6, nous vous pouvons parler d'hypertrophie ventriculaire gauche systolique. Par contre, quand vous avez des ondes de T qui restent positives, d'accord, on parle d'hypertrophie ventriculaire gauche diastolique. D'accord? Donc, comme moi-même, les mots techniques, personnellement, moi, j'utilise donc pour systolique le Y, donc onde de T, donc négative, donc ça va vers le bas, et diastolique le D, onde de T positive, ça va vers le haut. Ça, c'est moi. Vous pouvez trouver la formule qui vous arrange. Cette diapositive, c'est juste pour rappeler qu'il y a plusieurs types d'indices qui permettent justement de calculer les hypertrophies, mais nous n'allons pas nous appesantir dessus. Nous allons tout de suite passer à l'hypertrophie ventriculaire droite. Donc, il s'agit essentiellement d'une augmentation de la masse du ventricule droit et qui est présente notamment dans les pathologies pulmonaires ou les pathologies qui intéressent le cœur droit, tout simplement. Donc pareil, on peut aussi avoir à la fois une hypertrophie et ou une dilatation du ventricule droit. Le diagnostic à l'électrocardiogramme est simple, axe droit, d'accord. Cette fois-ci, les ondes R amples, on va les voir en V1, ondes R particulièrement amples en V1 et aussi, je dirais, j'ajouterai en V2, même si ce n'est pas le cas ici. On peut aussi avoir un aspect QR, comme c'est le cas ici, un petit U, grande onde R en V1. Donc tout ça, ce sont des signes qui, qui sont en faveur de l'hypertrophie droite, l'hypertrophie ventriculaire droite, et aussi des ondes S profondes dans les dérivations gauche. Donc les ondes S profondes, normalement vous avez en V5, V6 sur un cœur normal, vous avez une onde R ample et une petite onde S. Mais là, vous avez plutôt des ondes S qui sont plutôt profondes en V5, V6. Donc voilà, et bien sûr l'indice de Lewis qui doit être strictement inférieur à moins 14 millimètres. Donc voilà les critères. Vous voyez que c'est juste observer, calculer et conclure. Et c'est ce que nous allons faire. Donc juste un récapitulatif pour nous rappeler les causes. Donc hypertrophie ventriculaire droite, pathologie pulmonaire, valvulopathie droite, cardiopathie notamment congénitale cyanogène, hypertrophie ventriculaire gauche, donc toutes les pathologies du cœur gauche, que ce soit les valvulopathies mitro-aortiques, l'hypertension artérielle, les cardiopathies dilatées et les cardiopathies avec un shunt gauche-droit pour les conges. Voilà, donc l'hypertrophie biventriculaire va en fait réunir la somme des deux types d'hypertrophie. Donc on aura à la fois des signes d'hypertrophie ventriculaire droite et des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche. Alors c'est parti donc pour l'application de ce que je viens de vous dire. Nous allons comme d'habitude procéder d'abord à une étude détaillée, une analyse vraiment au millimètre près de notre électrocardiogramme. Tout ça pour nous entraîner bien sûr à interpréter l'électrocardiogramme avant de conclure. Alors voilà, nous avons un électrocardiogramme. Donc avant de continuer, je vous propose de mettre d'abord pause, de prendre votre petit crayon, de prendre votre stylo, votre cahier et selon la méthodologie que nous vous avons apprise, d'analyser cet électrocardiogramme. Après quoi, nous allons procéder à la
correction. Place à la correction de cet électrocardiogramme. Premièrement, les critères de validité. Toujours rechercher les critères de validité. Donc, du malade, il faut qu'on ait son identité, nom, prénom, âge, sexe. OK. Il faut qu'on ait les critères de validité concernant la maladie, indication, voire traitement, et les critères de validité concernant le tracé, date, heure d'enregistrement, étalonnage, donc c'est l'unité d'Ashman qui doit figurer ici. D'accord, la vitesse de déroulement du tracé, 25 millimètres par seconde. Et bien sûr, les critères mathématiques. Normalement, vous devez calculer donc D2 et la somme de D1 plus D3 ici doit donner donc la même amplitude que D2 en ce qui concerne l'amplitude des QRS. Donc, quand tout cela est vérifié et idéalement validé, vous pouvez donc entrer dans l'analyse fine, l'analyse détaillée de votre électrocardiogramme, en commençant par le rythme. Est-ce que nous sommes face à un rythme sinusal? Est-ce que c'est un rythme sinusal régulier ou pas? Est-ce que c'est... Et quelle est la fréquence cardiaque? Voilà. Donc, en regardant D2 ici, nous avons bien sûr l'onde de P, le complexe QRS plutôt qui est toujours précédé d'une onde de P. Cela est vérifié partout. Nous avons l'onde de P qui est positive en D2, D3 et AVF, négative en AVR, d'accord? Et nous avons un intervalle PR, d'accord, que nous allons calculer. Alors, début de l'onde de P, début du QRS, on calcule, on est à 1, 2, 3, 4. D'accord, 5, voilà à peu près. Donc 5 petits carreaux, un petit carreau en abscisse, c'est 4 centièmes de seconde, 5 fois 4, 20 centièmes de seconde, c'est bon. D'accord, l'intervalle PR doit normalement être compris entre 12 et 20 centièmes de seconde. On est à 20 centièmes de seconde, donc ce critère-là est validé. L'intervalle PR est, est isoélectrique et normal dans la tranche qu'il faut. Nous sommes bien devant un rythme sinusal. Maintenant, est-ce que ce rythme-là est régulier? Il nous suffit de calculer les espaces RR et de voir s'ils sont équidistants, ce qui est le cas. Nous pouvons même justement en profiter pour calculer la fréquence cardiaque. On voit qu'il y a 5 grands carreaux qui séparent donc les RR. Donc, on fait 300 divisé par 5, ce qui nous donne donc 60 battements par minute. Déjà là, nous pouvons dire que nous sommes face à un rythme sinusal régulier à 60 battements par minute. Ensuite, nous allons déterminer l'axe. L'axe du cœur, alors là, nous allons utiliser une des méthodes que je vous ai apprises. L'axe du cœur est parallèle à la dérivation la plus électropositive. Alors, quand on regarde, et l'axe du cœur, vous vous souvenez, c'est toujours au niveau des dérivations périphériques, d'accord? Et quand on regarde toutes ces dérivations périphériques, on a plusieurs dérivations dont le QRS est particulièrement électropositif. On a D1, D2 et AVL, d'accord? Mais ce qui se distingue, ce qui est le plus électropositif, c'est d'abord D1 et ensuite AVL. OK? Donc, on peut dire approximativement que l'axe est normal ou bien à la limite gauche. OK? Et l'autre paramètre qui va nous aider à affiner notre analyse de l'axe, c'est de dire que l'axe est opposé à la dérivation la plus électronégative. Donc là, nous avons par exemple D3, d'accord, D3 qui est à plus 120 degrés. À l'opposé de D3, nous avons notamment AVL, on tombe dans le cadre gauche, donc il suffit de faire 120 degrés moins 180 degrés. D'accord, je vous laisse faire le calcul, on est à moins 30 degrés, donc c'est ça. Donc, c'est à peu près ça. Donc, D1 avec, en tout cas, on est dans l'axe gauche. L'autre méthode que l'on pourrait faire, c'est de dire que l'axe est perpendiculaire à la dérivation la plus isodiphasique. Donc, quand on est perpendiculaire à la dérivation de la plus isodiphasique, on est perpendiculaire à AVF, on tombe sur 0 degré. Donc, l'axe, en fait, est entre 0 et moins 30 degrés. C'est dans cette fourchette-là. Donc, on peut dire que c'est un axe gauche. La position électrique, nous l'avons vu,
il suffit de comparer en fait V5, V6 à soit AVL, AVF. On se rend compte que V5, V6 ressemble davantage à AVL. On peut donc conclure qu'il s'agit d'une position électrique qui est horizontale. Cela étant vérifié, nous pouvons passer à l'analyse de l'onde P. Alors, l'onde P en D2, d'accord, nous voyons que c'est une onde P. Si on applique l'acronyme ADAM, l'amplitude, elle est de 1 dixième de millivolt. La durée est à peu près de 16 centièmes de seconde, d'accord, je dirais ça, d'accord. La morphologie est plutôt arrondie, d'accord. En V1, on a une morphologie plutôt diphasique, donc jusque-là, ça va. Ok, là, j'avais compris plutôt 3 petits carreaux, on va revérifier. Alors ici, 1, 2, 3, en effet, on est à 12 centièmes de seconde, d'accord. Donc déjà, ça vous fait un peu tiquer. Vous notez ça tranquillement. Ensuite, l'intervalle PA, nous avons vu, il est isoélectrique, il n'y a pas de plus souci, il est à 20 centièmes de seconde. Après l'intervalle PA, nous avons les QRS, donc qui sont globalement fins, ok, de durée brève, à peu près 8 centièmes de seconde, d'accord, de petits carreaux. OK. Et nous avons le complexe transitionnel. Nous avons vu que le complexe transitionnel, c'est quand on passe de l'aspect petit r grand S à l'aspect grand R petit s. Et justement, ça tombe bien. Le complexe transitionnel est très exactement entre V3 et V4. D'accord. Donc, nous pouvons donc calculer les indices dont ce travail a déjà été fait. Alors, je précise qu'il y a une petite erreur. 17 plus 35, ça fait 42 millimètres. OK, 42 millimètres, d'accord. Donc, on a calculé l'indice de Cornell, qui est l'indice de Sokolov-Lyon qui est à 42, l'indice de Cornell, l'indice de Lewis, OK, qui est à 28. Donc, on est au-delà de 35 pour le Sokolov-Lyon à 42, au-delà de 20 à 28, c'est-à-dire 28, c'était la limite supérieure. Donc, voilà, on commence déjà, je pense que vous voyez un petit peu où nous sommes en train d'aller. Alors, concernant le segment ST, il faut être très attentif. Normalement, on l'a dit, le segment ST doit être isoélectrique. Mais si on regarde en V5, V6, voici le segment TP. Le segment TP, donc fin de l'onde T, début de l'onde P. Donc, on se rend compte que le segment ST ici, fin de l'onde S, début de l'onde T, il est sous-décalé par rapport au segment TP. Alors, c'est un sous-décalage qui est plutôt discret entre 0,5 et 1 dixième de millivolt. On le voit en V5, on le voit en V6, on le voit aussi ici en D1, d'accord? On a ici P, QRST, donc fin de l'onde T, début de l'onde P. Donc ça, c'est notre ligne isoélectrique. Et quand on compare avec fin de l'onde QRS, début de l'onde T, on voit bien qu'il y a un décalage. D'accord? Donc on est bien dans un sous-décalage en D1 et aussi en AVL. Voilà. Donc il y a tout de même un sous-décalage, d'accord, en D1, AVL, V5, V6. Et les ondes T sont globalement normales. Elles sont plutôt positives. D'accord? Voilà. Donc nous allons maintenant conclure. Nous sommes face, d'accord, à une bradycardie sinusale régulière à 60 battements par minute, avec un axe, alors je corrige ici, c'est un axe gauche, d'accord, entre 0 et moins 30 degrés. Donc nous sommes dans l'axe gauche plutôt, d'accord, position électrique horizontale, hypertrophie auriculaire gauche, n'est-ce pas? Nous avons vu que notre onde P était égale en durée à 120 millisecondes, d'accord. Hypertrophie ventriculaire gauche, ici j'ai bien corrigé, avec un Sokolov-Lyon à 42 millimètres, un Lewis aussi à 28 et aussi un Cornell à 26. D'accord? Donc vraiment tout concourt pour dire que sur la base des, des indices, nous sommes carrément dans l'hypertrophie ventriculaire gauche avec des troubles de la repolarisation. Donc, il est important de rechercher, quand vous avez des hypertrophies, de rechercher des anomalies soit du segment ST, soit de l'onde T. D'accord? Et nous pouvons même aller plus loin en disant qu'il s'agit d'une hypertrophie ventriculaire gauche diastolique. Pourquoi diastolique? Nous l'avons vu parce que l'onde T demeure positive en V5, V6. Si l'onde T était négative en V5, V6, on parlerait d'hypertrophie ventriculaire gauche systolique. D'accord? Et il n'y a pas de trouble de la conduction. D'accord? L'intervalle PR a sa durée normale, il n'y a pas de souci.
Donc voilà pour l'analyse de cet électrocardiogramme. N'hésitez pas s'il y a des incompréhensions à m'envoyer un mail pour essayer de poser vos questions pour qu'on puisse remédier à cela. Alors juste pour illustrer ici, nous n'allons pas faire l'analyse complète de cet électrocardiogramme, mais juste nous appesantir sur certains points. Premièrement, si on devait vous demander comment calculer l'axe sur cet électrocardiogramme dont nous sommes bien en face d'un rythme sinusal régulier, ok, je vous laisse calculer la fréquence. Allons-y à l'axe. L'axe, ici, on a vu que la méthode, en fait, était simple. L'axe du cœur est parallèle à la dérivation la plus électropositive. Alors, la dérivation la plus électropositive ici, c'est D3. D'accord? Si on se concentre sur les dérivations périphériques, je rappelle que là, c'est toujours défini sur les dérivations périphériques. Donc, D3 est électropositive par rapport à toutes les autres. Donc, l'axe est en D3. Donc, quand on regarde notre hémitriaxe de Ballet, D3 est à 120 degrés, c'est bien dans le cadran de l'axe droit. Donc, nous avons un axe droit. Deuxièmement, donc, nous allons analyser donc la position électrique. La position électrique ici, c'est facile aussi. On compare V5, V6 à AVL, AVF et on se rend compte que V5, V6 ressemble davantage à AVF, donc position électrique plutôt verticale. Ok, d'accord. Ensuite, maintenant, nous continuons notre analyse. Nous arrivons au niveau des QRS et normalement, en V1, V2, on doit avoir un aspect petit r, grand S. Or là, vous avez une onde R qui est plutôt ample. D'accord? Deuxièmement, dans les dérivations gauche, on doit avoir un aspect grand R, petit s. Or, alors que là, vous avez plutôt un aspect petit r, grand S. Donc, vous avez des ondes S qui sont particulièrement profondes. D'accord? Particulièrement, on dit ondes S profondes dans les dérivations dites gauche. OK. Et maintenant, si on calcule les indices, on va voir qu'on tend plus vers la droite que vers la gauche. Voilà, donc on est à un indice de Lewis autour de moins 10 millimètres, d'accord? On n'est pas dans enfin, de manière formelle, mais à peu près, d'accord? Et on a des ondes T. Donc, je vous ai dit que dès que vous avez une hypertrophie, il faut rechercher des troubles, des anomalies du segment ST ou bien de l'onde T. Et ici, on a clairement des ondes T qui sont négatives dans les dérivations droites, en V1, V2, V3. Et aussi sur le territoire inférieur, D2. D'abord D2, ici c'est très bien visible, D2, D3 et AVF, ici. Voilà. Donc, tout ce faisceau d'arguments peut nous permettre de conclure à une hypertrophie ventriculaire droite. Désolée pour l'erreur. Hypertrophie ventriculaire droite. Voilà, donc c'est ça, l'hypertrophie ventriculaire droite, c'est parfois plus un faisceau d'arguments. Parfois, les indices peuvent ne pas être tombés avec exactitude, mais il y a un faisceau d'arguments avec des aspects morphologiques notamment qui nous font vraiment évoquer fortement donc l'hypertrophie ventriculaire droite sur ce tracé. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à poser des questions et si tout est bon pour vous, rendez-vous au prochain cours sur les troubles de la conduction intraventriculaire.